Camille se réveilla à 5 heures du matin, comme chaque jour depuis 2 ans. Le réveil n'avait même pas sonné. Son corps s'était habitué à cette angoisse matinale qui la tirait du sommeil avant l'heure. À côté d'elle, Rémi dormait paisiblement, le visage détendu qui contrastait avec l'homme dur qu'il devenait dès qu'il ouvrait les yeux. Elle descendit préparer le café en silence. Chaque geste était minuté, calculé. Café fort, sans sucre, dans la tasse bleue. Les détails comptaient avec Rémi. Elle avait appris à ses dépens que la moindre erreur déclenchait des reproches qui duraient des heures. Dans son sac, elle sortit son petit carnet rouge. Au début, elle l'avait acheté pour noter ses rendez-vous médicaux. Mais depuis 6 mois, il servait à autre chose. Elle y écrivait les incidents quotidiens, pensant comprendre pourquoi elle irritait toujours son mari. Lundi, Rémi fâché pour le fromage oublié. Sa mère a dit que les femmes modernes ne savent plus s'occuper de leur mari. Mercredi, Sylvie a refait mon ménage devant Rémi. Il m'a demandé pourquoi je ne faisais jamais rien correctement. Vendredi, dîner avec ses amis. Rémi a raconté mes erreurs de cuisine. Tout le monde a ri. En relisant ses notes ce matin-là, Camille remarqua quelque chose d'étrange. Chaque incident suivait le même schéma. Elle faisait quelque chose, Rémi critiquait, sa belle-mère, Sylvie, approuvait, et elle finissait honteuse. Les pas dans l'escalier annoncèrent l'arrivée de Rémi. 32 ans, beau, commercial prospère, le mari parfait sur le papier. Il l'embrassa distraitement. « J'ai pensé qu'on pourrait voir un film ce soir », dit Camille timidement. « Tu seras fatiguée après le travail. Je te connais mieux que tu ne te connais. » Le ton était définitif. Camille connaissait ce ton. Insister déclencherait une dispute épuisante, où Rémi lui expliquerait patiemment pourquoi elle avait tort. La porte s'ouvrit sur Sylvie, 60 ans, cheveux impeccables et regard critique. Elle descendait chaque matin, aider Camille à s'occuper de son fils. L'aide ressemblait plutôt à une inspection quotidienne. « Il n'y a pas de yaourt grec ? Camille, mon fils a besoin de protéines. J'en ai acheté hier. Pas les bons, ma chérie. Ceux du magasin bio. Je te l'ai déjà expliqué. Maman a raison, ajouta Rémi sans lever les yeux de son téléphone. Tu pourrais faire attention. Camille rougit. Elle était infirmière en cardiologie. Elle connaissait la nutrition. Mais face à eux, elle se sentait toujours incompétente. À l'hôpital, tout était différent. Ses collègues la respectaient, les patients l'appréciaient, le docteur Martin la félicitait régulièrement. Alors pourquoi chez elle se sentait-elle nulle en tout ? L'après-midi, la secrétaire l'interpella avec une enveloppe officielle. « Cela traînait dans mon tiroir depuis mars. Désolée, j'avais oublié. » Camille ouvrit la lettre. Son cœur s'arrêta. « Nous avons le plaisir de vous informer de votre promotion au poste d'infirmière coordinatrice avec effet au 1er avril. Augmentation de 300 € net mensuels. » Mars. On était en septembre. 6 mois d'augmentation qu'elle n'avait jamais vue. 6 mois pendant lesquels Rémi contrôlait leurs finances en prétextant qu'elle ne gagnait pas assez. 6 mois pendant lesquels il récupérait leur courrier avant elle. Le soir, elle confronta Rémi avec la lettre. Il la lut sans sourciller. « Ah ça, oui, je l'ai reçue il y a quelques mois. J'ai oublié de t'en parler. »« Tu as oublié ?» La voix de Camille tremblait. « Rémi, tu m'as reproché mes dépenses pendant 6 mois. Tu savais que j'avais été augmentée. L'argent va sur notre compte commun de toute façon. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que j'ai cru être une ratée, que tu m'as culpabilisée alors qu'on avait largement les moyens. » Rémi se leva lentement, adoptant cette voix calme qui glaçait le sang de Camille. « Tu deviens hystérique. C'est typiquement féminin, ça. Tu dramatises tout. »« Hystérique ?» Camille se redressa. « Rémi, tu as caché ma promotion pendant 6 mois. » « Je n'ai rien caché. J'ai juste oublié une lettre. Tu vois le mal partout. » Il s'approcha d'elle, parlant comme à une enfant capricieuse. « Écoute-moi bien, Camille. Je gère nos finances parce que tu es incapable de le faire. Cette promotion ne change rien. Tu restes la même femme irresponsable qui a besoin qu'on la guide. » Quelque chose se brisa définitivement en Camille. Pour la première fois depuis des mois, elle vit la situation clairement. Ce n'était pas de l'oubli, c'était du contrôle, de la manipulation. Cette nuit-là, allongée dans le noir, elle repensa aux mots du docteur Martin lors de leur dernière formation sur la violence conjugale.
La violence psychologique commence toujours par de petites humiliations qu'on excuse. Puis on finit par douter de sa propre réalité. Camille ouvrit son carnet rouge et écrivit d'une main ferme. « Aujourd'hui, j'ai découvert que mon mari me ment depuis 6 mois. Demain, ma nouvelle vie commence. » Pour la première fois depuis 2 ans, elle s'endormit en paix. Elle venait de comprendre que le problème n'était pas elle. Le problème était lui. Camille n'avait pas dormi de la nuit. Les mots de Rémi tournaient en boucle dans sa tête. « Tu es incapable de gérer les finances. » Pourtant, elle calculait les dosages de médicaments vitaux chaque jour à l'hôpital. Comment pouvait-elle être incompétente chez elle et compétente au travail? À 6 heures du matin, elle se leva avec une résolution qu'elle ne s'était jamais connue. Cette fois, elle ne préparerait pas le café. Cette fois, elle ne marcherait plus sur des œufs. Rémi descendit 1 heure plus tard, irrité de ne pas trouver son petit déjeuner prêt. « Qu'est-ce qui te prend? Tu es malade ?» « Non, je réfléchis. » Camille s'assit face à lui à la table de la cuisine. Son carnet rouge était ouvert devant elle, 2 ans de notes soigneusement compilées. « Rémi, depuis quand interceptes-tu mon courrier ?» Il se figea. Une cuillère de céréales à mi-chemin de sa bouche. « Je ne l'intercepte pas. Je le récupère quand je rentre, c'est tout. Et tu décides de ce qui est important pour moi. Écoute, tu dramatises encore. J'ai oublié une lettre, ça arrive. » Camille ouvrit son carnet et lut d'une voix posée. « 15 janvier. Tu m'as dit que le médecin avait appelé pour reporter mon rendez-vous. J'ai découvert 3 semaines plus tard qu'il avait en fait avancé la date et que j'avais raté ma consultation. » Rémi fronça les sourcils mais ne dit rien. « 3 mars. Ma sœur m'a demandé pourquoi je ne répondais jamais à ses messages. Je n'avais reçu aucun message. Tu m'as dit qu'elle n'avait pas écrit. Camille, qu'est-ce que tu insinues ? 12 juin. L'assurance automobile a envoyé une mise en demeure que je n'ai jamais vue. Tu m'as ensuite reproché d'être négligente avec les papiers importants. » La voix de Camille était devenue plus ferme à chaque exemple. Rémi posa sa cuillère, l'air soudain moins sûr de lui. « Et hier, ma promotion cachée pendant 6 mois. » Le silence s'étira entre eux. Camille voyait presque les rouages tourner dans la tête de son mari, cherchant une explication qui justifierait tout. « D'accord, » dit-il finalement. « Peut-être que je contrôle un peu trop. Mais c'est parce que je m'inquiète pour toi. Tu es tellement distraite parfois. » « Distraite ?» Camille se leva. « Rémi, je suis infirmière en cardiologie. Je m'occupe de patients en situation critique. Si j'étais distraite, des gens mourraient. C'est différent. » « Non, ce n'est pas différent. Tu m'as fait croire que j'étais incompétente pour mieux me contrôler. » Rémi changea de stratégie. Il adopta cette voix douce qu'il prenait quand il voulait la manipuler. « Ma chérie, tu es fatiguée. Cette histoire de promotion t'a bouleversée. On devrait peut-être que tu vois quelqu'un, un psychologue. » « Un psychologue ?» Camille éclata d'un rire sans joie. « Pour me soigner de quoi? De ma lucidité? Tu deviens agressive. Ce n'est pas toi, ça. Si, c'est moi. Pour la première fois depuis 2 ans, c'est vraiment moi. » Elle prit une grande inspiration et prononça les mots qu'elle n'avait jamais osé dire. « Je veux divorcer. » Le changement fut instantané. Le masque de Rémi tomba complètement. Son visage se durcit, ses yeux devinrent froids comme de la glace. « Tu veux divorcer ?» Sa voix était dangereusement calme. « Très bien. Mais réfléchis bien à ce que tu fais. » Il se leva lentement, dominant Camille de sa hauteur. « Tu crois que tu vas t'en sortir toute seule ? Avec ton petit salaire d'infirmière ? Tu n'as rien ici, Camille. Rien. L'appartement est à mon nom, la voiture aussi, même ton compte en banque est rattaché au mien. » Camille sentit un frisson de peur, mais elle tint bon. « J'ai droit à la moitié de nos biens communs. » Rémi ricana. « Quel bien commun ? J'ai tout acheté avant notre mariage. Légalement, tu n'as droit à rien. » Il s'approcha d'elle, parlant maintenant avec une cruauté qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu sais ce qui va arriver ? Tu vas partir d'ici avec tes 3 robes et tes livres. Tu vas louer un studio minable et manger des pâtes tous les soirs. Et dans 6 mois, tu reviendras en pleurant, en me suppliant de te reprendre. » Camille recula instinctivement. « Va-t'en et prends seulement ce qui t'appartient, femme sans valeur. Tu n'es rien sans moi. » Ces mots résonnèrent dans la cuisine comme une gifle. Camille les avait déjà entendus dans la bouche du père de Rémi, qui parlait ainsi à sa mère.
Elle comprenait maintenant d'où venait cette cruauté. « Tu as raison, dit-elle calmement. Je vais prendre seulement ce qui m'appartient. » Elle monta dans leur chambre et sortit sa valise. Vêtements, photos de ses parents décédés, son carnet rouge, ses diplômes. En 1 heure, toute sa vie tenait dans 2 sacs. Avant de partir, elle se retourna vers Rémi qui la regardait du bas de l'escalier, un sourire mauvais aux lèvres. « Tu sais ce qui m'appartient vraiment, Rémi ? Ma dignité. Et ça, tu ne me l'as jamais prise. » Elle claqua la porte derrière elle. Dans sa voiture, Camille tremblait de tous ses membres. Elle venait de tout quitter. Son foyer, sa sécurité, ses habitudes. Mais pour la première fois depuis des années, elle respirait librement. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois. « Marie, c'est Camille. J'ai besoin d'aide. » Camille conduisait sans destination précise, ses mains tremblant sur le volant. Dans le rétroviseur, elle voyait s'éloigner la rue où elle avait vécu 3 années d'humiliation quotidienne. Ses 2 sacs sur la banquette arrière contenaient toute sa vie. Elle s'arrêta sur le parking d'un supermarché et composa le numéro de Marie. 3 sonneries, puis cette voix chaleureuse qu'elle connaissait depuis l'enfance. « Camille, ma chérie, quelle surprise !»« Marie !» Sa voix se brisa. « J'ai quitté Rémi. Je ne sais pas où aller. » Le silence au bout du fil dura quelques secondes. Quand Marie reprit la parole, son ton avait complètement changé. « Où es-tu maintenant ? » ?»« Sur un parking. J'ai mes affaires dans la voiture, mais je... » »« Écoute-moi bien, ma chérie. » La voix de Marie était devenue ferme, déterminée. « Tu vas venir chez nous immédiatement. Henri et moi, on s'occupe de tout. Marie, je ne veux pas vous déranger. » « Me déranger ?» Un rire sans joie échappa à sa mère adoptive. « Camille, cet homme t'a fait du mal. Personne ne fait du mal à ma fille sans en subir les conséquences. » Ces mots surprirent Camille. Marie avait toujours été douce, diplomatique. Cette colère froide dans sa voix était nouvelle. « J'arrive dans 2 heures, » continua Marie. « En attendant, ne retourne surtout pas chez lui. Tu m'entends ? » ?»« Oui, mais... » »« Il n'y a pas de mais. Henri et moi, on a des choses à te dire sur ton mari. Des choses qu'on aurait dû te révéler plus tôt. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quelle chose ? » ?»« Pas au téléphone. Rendez-vous au café de la gare dans 1 heure. Et Camille ? Tu as bien fait de partir. » Marie et Henri arrivèrent exactement à l'heure. Camille ne les avait pas vus depuis 6 mois. Rémi trouvait toujours des excuses pour annuler leur visite. Mais quelque chose avait changé chez eux. Henri, habituellement effacé, marchait d'un pas déterminé. Marie avait troqué ses robes fleuries contre un tailleur élégant. Il semblait différent, plus sûr d'eux. « Ma chérie. » Marie la serra dans ses bras avec une tendresse farouche. « Tu es courageuse. Plus courageuse que tu ne le crois. » Ils s'installèrent dans un coin isolé du café. Henri commanda 3 cafés, puis se tourna vers Camille. « Nous savons depuis longtemps que Rémi te maltraitait. » « Comment ça, vous saviez ?» Marie prit la main de sa fille adoptive. « À Noël dernier, tu as changé de sujet chaque fois qu'on mentionnait tes projets professionnels. Tu ne souriais plus comme avant. Et quand Henri a proposé de t'offrir une formation en psychologie, Rémi a répondu à ta place que tu n'avais pas le temps. On a aussi remarqué qu'il contrôlait tes conversations, ajouta Henri. Il répondait pour toi, il t'interrompait, il minimisait tes réussites à l'hôpital. » Camille baissa les yeux, honteuse. « Pourquoi vous n'avez rien dit ? » ?»« Parce qu'on savait que tu n'étais pas prête à l'entendre, » répondit Marie doucement. « Une femme manipulée doit réaliser la vérité par elle-même. Sinon, elle retourne toujours vers son bourreau. » Henri sortit une enveloppe de sa poche. « Nous nous sommes renseignés sur Rémi après ton mariage. Discrètement. Vous avez enquêté sur mon mari ? Sur ton bourreau, » corrigea Marie fermement. « Et nous avons trouvé des choses intéressantes. » Henri ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs documents. Rémi a eu des problèmes avec 2 ex-fiancées. La première, Laura, a porté plainte pour harcèlement moral, classée sans suite faute de preuves. La seconde, Sophie, a été hospitalisée pour dépression après leur rupture. Camille écarquilla les yeux. « Comment vous avez découvert ça ? » « J'ai travaillé 40 ans comme secrétaire de direction dans un cabinet d'avocats, » dit Marie. « J'ai gardé quelques contacts utiles. » Henri continua. « Nous avons aussi découvert que Rémi cache des dettes importantes. Jeux en ligne principalement.
Sa situation financière n'est pas aussi solide qu'il le prétend. Et sa mère Sylvie ? Demanda Camille. Marie et Henri échangèrent un regard. Sylvie a fait la même chose à la femme du père de Rémi. Elle l'a détruite psychologiquement jusqu'à ce qu'elle demande le divorce. Puis elle a recommencé avec toutes les compagnes suivantes de son ex-mari. Camille encaissa ces révélations une par une. Rémi n'était pas un mari devenu méchant par accident. C'était un prédateur qui suivait un schéma appris de sa mère. Pourquoi vous me dites tout ça maintenant ? Parce que maintenant, tu es prête à te battre, répondit Marie. Et nous allons t'aider. Henri se pencha vers elle. Camille, ton père et moi, on n'est plus les petits retraités que Rémi méprise. Nous avons vendu notre maison secondaire l'année dernière. Et ma pharmacie a rapporté plus qu'on ne l'espérait. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'on a les moyens de t'aider, financièrement et juridiquement, dit Marie. Et qu'on a très envie de voir Rémi payer pour ce qu'il t'a fait. Pour la première fois depuis des heures, Camille sourit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, dit Marie avec un sourire qui n'avait rien de maternel. On lui montre qu'il s'est trompé de famille. Le lendemain matin, Camille se réveilla dans l'ancienne chambre de son adolescence chez Marie et Henri. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi 8 heures d'affilée. Pas de réveil à 5 heures, pas d'angoisse au ventre, pas de café à préparer. Marie l'attendait dans la cuisine avec des croissants chauds et une pile de documents étalés sur la table. « J'ai contacté maître Olivier Dubois ce matin. Il nous reçoit à 14 heures. Un avocat ? Mais je n'ai pas les moyens de... » « C'est réglé, » interrompit Henri en entrant avec le journal. « Et c'est un spécialiste du divorce conflictuel. Il a l'habitude des manipulateurs comme Rémi. » Camille s'assit, encore incrédule de voir ses parents adoptifs aussi organisés et déterminés. « Comment vous savez tout ça ?» Marie sourit en versant le café. 40 ans dans un cabinet d'avocats, ça enseigne quelques ficelles. Et Henri connaît du monde dans le milieu médical. Nous ne sommes pas aussi isolés que Rémi le pensait. Henri déplia le journal et pointa un article. D'ailleurs, regarde ça. L'entreprise de Rémi fait l'objet d'un contrôle fiscal. Intéressant, non ? Camille parcourut l'article. L'entreprise de matériel médical, où travaillait Rémi, était soupçonnée d'irrégularité comptable. Tu crois que Rémi est impliqué ? On va le découvrir, dit Marie. Mais d'abord, parlons stratégie. Elle sortit le carnet rouge de Camille et l'ouvrit. Ses notes sont excellentes. Précises, datées, factuelles. En droit français, cela constitue un début de preuve de violence psychologique. Vraiment ? Absolument. Mais il nous faut plus. L'avocat va t'expliquer comment constituer un dossier solide. Henri posa sa main sur l'épaule de Camille. Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais il faut que tu retournes récupérer tes affaires personnelles. Légalement, tu en as le droit. Et surtout, il marqua une pause. Surtout, il faut que tu continues à documenter ses réactions. Maintenant qu'il sait que tu veux divorcer, il va montrer son vrai visage. L'après-midi, dans le bureau feutré de Maître Dubois, Camille découvrit l'étendue de ses droits. L'avocat, un homme de 50 ans aux manières précises, examina son carnet avec attention. « Madame, ce travail de documentation est remarquable. Avec ces éléments, nous pouvons établir un dossier de violence conjugale psychologique. Quelles sont mes chances ? Excellentes, si nous procédons méthodiquement. D'abord, vous allez porter plainte au commissariat. Ensuite, nous engageons la procédure de divorce pour faute. » Il lui tendit un formulaire. « Vous devez retourner au domicile conjugal pour récupérer vos biens personnels. Mais attention, y aller accompagner et documenter tout ce qui se passe. Il risque de devenir violent ? Les manipulateurs détestent perdre le contrôle. Quand leur masque tombe, ils peuvent devenir imprévisibles. » Le soir, Camille appela Rémi pour organiser sa venue. « Tu reviens à la raison ?» Sa voix était mielleuse, manipulatrice. « Je viens chercher mes affaires. »« Nos affaires, tu veux dire. Écoute, j'ai réfléchi. On peut oublier cette dispute. Tu étais fatigué, je comprends. Rémi, j'arrive demain à 14 heures avec Henri. Prépare mes documents personnels. » Le ton changea instantanément. « Avec Henri, pourquoi tu amènes ce vieux con ? Pour témoin. » « Témoin de quoi ? Tu es parano maintenant ?» Camille raccrocha. Dans son nouveau carnet, Marie lui en avait acheté un bleu. Elle nota « Rémi tente la réconciliation par manipulation, puis devient agressif quand il comprend que c'est fini.
insulte Henri quand je mentionne un témoin. Le lendemain, accompagnée d'Henri, elle sonna chez Rémi. Il ouvrit en affichant un sourire crispé. « Henri, quel plaisir !» Mais ses yeux étaient froids, calculateurs. Dans l'appartement, Camille constata que Rémi avait caché tous ses documents importants. Ses bulletins de salaire, ses diplômes, même ses photos de famille avaient disparu. « Où sont mes papiers ?»« Quels papiers ? Je n'ai rien touché. » Henri prit discrètement des photos avec son téléphone pendant que Camille cherchait. « Mes bulletins de paie des 6 derniers mois. Ils étaient dans le bureau. »« Ah, ça !» Rémi ricana. « J'ai fait le ménage. C'était le bordel. Tu as jeté mes documents officiels ? J'ai rangé. Tout est dans un carton au garage. » Mensonge. Henri et Camille passèrent 1 heure à chercher sans rien trouver. En partant, Rémi lança d'une voix méprisante. « Tu peux fouiller autant que tu veux. Légalement, tu n'auras rien. Et tes nouveaux amis ne pourront rien changer. » Dans la voiture, Henri était livide. « Cet homme est dangereux, Camille. Il a tout planifié. Comment on fait maintenant ?» Henri démarra en souriant. « Maintenant, on utilise ses propres armes contre lui. » 3 semaines s'écoulèrent dans un étrange équilibre. Camille avait repris le travail, vivait chez Marie et Henri, et attendait que Rémi commette une erreur. Car Maître Dubois avait été clair. Pour gagner un divorce pour faute, il fallait des preuves irréfutables. « Il va craquer », avait prédit l'avocat. « Les manipulateurs ne supportent pas de perdre le contrôle. Laissez-lui du temps, il se trahira. » Le premier signe arriva par SMS, un mardi soir. « Camille, j'ai tes bulletins de paie. Si tu veux les récupérer, viens seule demain. » Elle montra le message à Marie qui sourit froidement. Il commence à paniquer. « Ne réponds pas tout de suite. Laisse-le mijoter. » Camille attendit 2 jours avant de répondre qu'elle viendrait avec Maître Dubois. La réaction fut immédiate et révélatrice. « Pourquoi un avocat ? Tu deviens folle ? On peut régler ça entre nous. Tous ces gens t'embrouillent la tête. » Chaque message était soigneusement archivé et transmis à l'avocat. Le jeudi, en allant au tribunal pour déposer sa plainte, Camille croisa une femme blonde dans la salle d'attente. Celle-ci la regardait avec insistance. « Excusez-moi, » dit la femme en s'approchant. « Vous êtes bien Camille, la femme de Rémi Moreau ?» Camille se raidit. Comment cette inconnue la connaissait-elle ? « Qui êtes-vous » ? Laura Petit, l'ex-fiancée de Rémi. J'ai appris par des amis communs que vous divorciez. Le cœur de Camille s'accéléra. C'était elle, la première victime mentionnée par Henri. « Vous pouvez m'accorder 5 minutes ?» demanda Laura. « J'ai des choses importantes à vous dire. » Elles s'installèrent dans un café proche du tribunal. Laura avait 35 ans, l'air fatigué de quelqu'un qui a longtemps lutté. « Rémi vous a fait le coup du courrier intercepté ?» demanda-t-elle sans préambule. Camille sursauta. « Comment vous savez ça ?»« Parce qu'il m'a fait la même chose. Et le contrôle des finances aussi. » Et les humiliations devant sa mère. Laura sortit son téléphone et montra une photo. « Ça, c'est moi il y a 4 ans, quand j'étais avec lui. Regardez mes yeux. » La femme sur la photo avait le même regard éteint que Camille avait eu pendant des mois. « Il vous a dit que vous étiez folle ?» continua Laura. « Qu'il vous connaissait mieux que vous-même ? Qu'il gérait vos affaires parce que vous étiez incapable ?» Chaque phrase résonnait comme un écho douloureux. « Pourquoi vous me racontez ça ? Parce que j'ai porté plainte contre lui il y a 3 ans, classé sans suite faute de preuves. Mais j'ai gardé tous mes documents. » Laura ouvrit son sac et en sortit une chemise épaisse. SMS de menaces, témoignages d'amis, certificats médicaux pour dépression. Tout y est. Et maintenant que vous portez plainte aussi, maintenant quoi ? Maintenant, nous avons une chance de prouver qu'il y a récidive. Un schéma répétitif. En droit, ça change tout. Camille sentit l'espoir renaître. « Vous accepteriez de témoigner ? J'attends ça depuis 3 ans. » Elles échangèrent leurs numéros. En se quittant, Laura ajouta « Méfiez-vous de Sylvie. C'est elle qui lui a appris toutes ces techniques. Elle a détruit toutes les femmes de la famille de cette manière. » Le soir, Camille raconta la rencontre à Marie et Henri. Henri réfléchit longuement. Cette Laura pourrait être une alliée précieuse. Mais il faut vérifier ces informations. Comment ? J'ai un ami commissaire à la retraite. Il peut consulter discrètement le dossier de plainte de Laura. 2 jours plus tard, Henri confirma, tout était vrai.
Laura avait bien porté plainte, avec des éléments troublants similaires à ceux de Camille. Maître Dubois était enthousiaste. Avec le témoignage de Madame Petit, nous passons d'une affaire de divorce conflictuel à un dossier de violence conjugale récidiviste. C'est beaucoup plus lourd. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que Rémi risque une condamnation pénale et qu'il va comprendre que vous ne jouez plus dans la même catégorie. Le lendemain, Camille reçut 3 appels de Rémi qu'elle ne décrocha pas. Puis un SMS inquiétant. « J'ai appris que tu parlais à Laura. Cette femme est déséquilibrée. Elle invente des histoires pour se venger. Ne l'écoute pas. » Comment Rémi savait-il pour Laura ? Camille frissonna en réalisant qu'il la faisait peut-être surveiller. Elle transmit immédiatement le message à Maître Dubois, qui répondit dans l'heure. « Parfait. Il vient de connaître Madame Petit et de tenter d'influencer un témoin. Gardez tout. » Le soir, en notant les événements dans son carnet bleu, Camille réalisa que la situation basculait. Rémi, qui se croyait maître du jeu, commençait à paniquer. Et un Rémi paniqué était un Rémi vulnérable. Une semaine après sa rencontre avec Laura, Camille reçut un appel inattendu. Une voix féminine hésitante se présenta comme Sophie, la deuxième ex-fiancée de Rémi. « Laura m'a donné votre numéro. J'aimerais vous parler. » Elles se retrouvèrent dans un parc tranquille. Sophie était une brunette de 28 ans, aux mains qui tremblaient légèrement. Son histoire ressemblait trait pour trait à celle de Camille et Laura. « Il m'a isolée de ma famille en 6 mois, » raconta Sophie. « Il disait que mes parents me manipulaient, que mes amies étaient jalouses. Au final, je n'avais plus que lui. Et Sylvie, sa mère, Sophie frissonna. Elle m'appelait tous les jours pour critiquer ma cuisine, mon ménage, mes vêtements. Rémi approuvait toujours. Un jour, elle a même dit que j'étais trop grosse devant ses voisines. Camille nota mentalement les similitudes troublantes. « Pourquoi vous n'avez pas porté plainte ? J'étais détruite psychologiquement. J'ai fait une dépression. J'ai été hospitalisée 3 mois. Quand je suis sortie, je voulais juste oublier. » Sophie sortit son téléphone et montra des photos. « Mais j'ai gardé ça. Les SMS où il me traite de folle, les messages vocaux où il crie, et surtout... » Elle hésita. « Surtout quoi ? J'ai filmé une de ses crises, le jour où il a cassé mon ordinateur portable parce que j'avais osé contacter ma sœur. » Camille sentit son pouls s'accélérer. Une vidéo de Rémi en pleine violence était une preuve en or. « Vous accepteriez de témoigner ? C'est pour ça que je vous appelle. Laura m'a dit que vous aviez un bon avocat et que vous vous battiez vraiment. » Ce soir-là, Camille présenta Sophie à Maître Dubois. L'avocat examina les preuves avec un sourire de plus en plus large. « Madame, avec 3 victimes différentes et des preuves aussi solides, nous ne parlons plus de divorce conflictuel, mais d'un dossier pénal majeur. Qu'est-ce que ça signifie ? Que Rémi risque une condamnation pour violence conjugale avec récidive, et que sa technique de défense habituelle, vous faire passer pour folle, ne fonctionnera plus. » Pendant ce temps, Rémi multipliait les tentatives de contact. Ses messages devenaient de plus en plus agressifs, révélant sa panique croissante. « Tu vas détruire ma réputation avec tes mensonges. Mes amis me disent, Dan, que tu racontes n'importe quoi partout. Tu regretteras d'avoir écouté ces 2 folles. » Chaque SMS était archivé et transmis au dossier. Un matin, Henri reçut un appel de son ami commissaire. Rémi s'est renseigné sur Laura au commissariat. Il a prétendu qu'elle le harcelait et voulait consulter son dossier. Il peut faire ça ? Non, mais ça prouve qu'il surveille les démarches de votre fille et qu'il commence à avoir peur. L'information fut transmise à Maître Dubois, qui y vit une nouvelle violation. Il tente d'influencer une enquête en cours. C'est un délit supplémentaire. La semaine suivante, Camille, Laura et Sophie se retrouvèrent pour coordonner leurs témoignages. Elles découvrirent des détails troublants sur les méthodes de Rémi. Il utilisait toujours les mêmes phrases, remarqua Laura. « Je te connais mieux que tu ne te connais. Tu dramatises tout. Les femmes sont trop émotionnelles. » « Exactement les mêmes avec moi, » confirma Sophie. Camille réalisa que Rémi suivait un véritable manuel de manipulation, probablement appris de sa mère. « Et physiquement ?» demanda-t-elle. « Jamais de coups directs, » dit Laura, « mais des pincements accidentels, des bousculades dans les escaliers, des objets qui tombaient près de nous. Assez pour faire peur, pas assez pour laisser des preuves, » ajouta Sophie.
Cette technique révélait un manipulateur expérimenté, pas un mari devenu violent par accident. Le lendemain, Maître Dubois convoqua les 3 femmes. « J'ai une proposition. Au lieu d'attendre que Rémi nous attaque, nous allons prendre les devants. » « Comment ça ? » « Nous allons organiser une confrontation contrôlée. Vous, Camille, allez le rencontrer pour récupérer vos affaires. Mais cette fois, Laura et Sophie seront présentes comme témoins. Il va exploser. Exactement. Et nous filmerons tout légalement. Face à ces 3 victimes réunies, il va perdre son masque de respectabilité. Camille hésita. L'idée de revoir Rémi la terrifiait encore. Et s'il devient dangereux ? Henri et moi serons dans la voiture devant chez lui, assura Marie. Et j'ai demandé à mon ami commissaire de faire patrouiller une voiture de police dans le quartier. C'est notre chance de le pousser à bout, insista Laura. Il ne s'attend pas à nous voir ensemble. Sophie hocha la tête. Je lui dois bien ça. Il m'a détruite. C'est le moment de lui rendre l'appareil. Camille regarda ces 2 femmes qui avaient survécu aux mêmes tortures qu'elle. Ensemble, elles formaient une force que Rémi n'avait jamais affrontée. D'accord, faisons-le. Le jour J arriva un mercredi après-midi. Camille sonna chez Rémi à 14 heures précises, accompagnée de Laura et Sophie. Dans la voiture garée en face, Marie et Henri attendaient, téléphone prêt à appeler la police. Rémi ouvrit la porte avec son sourire habituel, mais son visage se figea en découvrant les 3 femmes. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Je viens récupérer mes affaires, » dit Camille d'une voix ferme. « Laura et Sophie sont mes témoins. »« Tes témoins ?» Il ricana, mais Camille perçut la nervosité dans sa voix. « Témoin de quoi ? Tu organises un spectacle maintenant ?» Laura fit un pas en avant. « Bonjour Rémi. Tu te souviens de moi ?» Le masque de politesse de Rémi s'effrita légèrement. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais t'avoir dit de ne plus m'approcher. » C'est drôle, je ne me souviens pas de cette conversation. Sophie prit la parole à son tour. « Moi non plus. Je ne me souviens pas t'avoir demandé de casser mon ordinateur. » Rémi blêmit. Il était pris au piège et le savait. « Écoutez les filles, je ne sais pas ce que vous mijotez, mais... » « Nous ne mijotons rien, » interrompit Camille. « Nous comparons juste nos expériences. Et c'est surprenant comme elles se ressemblent. » Rémi tenta de reprendre le contrôle en adoptant son ton condescendant habituel. « Camille, tu vois bien que ces femmes t'influencent. Elles sont amères à cause de leur échec sentimental et elles veulent te monter contre moi. » « Nos échecs ?» Laura éclata d'un rire sans joie. « Rémi, tu nous as dit exactement la même chose à toutes les 3. Je te connais mieux que tu ne te connais. Tu nous as isolés de nos familles de la même manière, » ajouta Sophie. « Et tu as intercepté notre courrier avec les mêmes excuses, » termina Camille. Rémi recula dans l'appartement, l'air de plus en plus paniqué. « Vous vous êtes ligués contre moi. C'est du complot. »« Non, Rémi, » dit Camille calmement. « C'est de la justice. » Elle sortit son téléphone et commença à enregistrer. « Pour la procédure, peux-tu me rendre mes bulletins de salaire et mes documents personnels ? Je ne sais pas où ils sont. Tu m'as dit par SMS que tu les avais. J'ai oublié où je les ai mis. » Laura filma aussi avec son téléphone. « Rémi, pourquoi as-tu tenté de consulter mon dossier au commissariat la semaine dernière ? » « Je n'ai rien tenté du tout. Qui t'a dit ça ? » « Un commissaire. Tu as prétendu que je te harcelais. » Rémi était maintenant acculé contre le mur du salon. La situation lui échappait complètement. « Sortez de chez moi. Vous n'avez rien à faire ici. »« Nous sortirons quand Camille aura récupéré ses affaires, » dit Sophie fermement. « Ses affaires ? Quelles affaires ? Elle n'a rien ici. Rien ne lui appartient. » La phrase résonna dans le salon. Les 3 femmes échangèrent un regard. Rémi venait de se contredire. Il avait toujours prétendu que Camille pouvait prendre ce qui lui appartenait. « Ah bon ?» dit Camille. « Même pas mes diplômes d'infirmière, mes photos de famille ? Tes diplômes sont des photocopies. Et tes parents sont morts. Pourquoi garder leurs photos ?» Cette fois, Rémi avait franchi la ligne rouge. Attaquer la mémoire des parents décédés de Camille révélait sa vraie cruauté. Laura continuait à filmer pendant que Sophie prenait des photos de l'appartement. « Rémi, » dit Camille d'une voix tremblante de colère contenue, « mes parents valaient 1000 fois mieux que toi. »« Tes parents ?» il ricana méchamment. « Tes parents qui t'ont abandonné en mourant ? Qui t'ont laissé seul au monde,
Sans moi, tu n'es rien, une orpheline sans valeur. » Le silence qui suivit était assourdissant. Même Rémi sembla réaliser qu'il était allé trop loin. Camille le regarda avec un calme glacial. « Tu as raison, mes parents sont morts. Mais ils m'ont laissé quelque chose que tu ne pourras jamais me prendre, la capacité d'aimer sans détruire. » Elle se dirigea vers la porte. « Gardez mes affaires, je n'en ai plus besoin. Tout ce qui comptait vraiment, vous ne l'avez jamais eu. » Les 3 femmes sortirent dignement pendant que Rémi criait derrière elles. « Vous regretterez! Je vais vous traîner en justice. Vous allez voir ce que ça coûte de me défier. » Dans la voiture, Henri et Marie avaient tout entendu depuis la rue. « Mon Dieu !» murmura Marie. « Cet homme est un monstre. » Le soir même, Maître Dubois visionnait les vidéos avec satisfaction. « Parfait. Il vient de révéler sa vraie nature devant témoins et caméras. Plus personne ne pourra prétendre que vous exagérez. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, nous portons plainte pour menaces et injures, et nous déposons ces preuves au tribunal. Le procès va être une formalité. » Camille regarda les enregistrements une dernière fois. Sur l'écran, Rémi apparaissait tel qu'il était vraiment, un homme petit et cruel qui ne supportait pas de perdre le contrôle. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Non, » corrigea Laura en souriant. « C'est maintenant que ça commence. » 3 mois après la confrontation, Camille se tenait dans le box des témoins du tribunal correctionnel. Face à elle, Rémi évitait son regard, flanqué de son avocat, qui semblait déjà résigné. Les preuves s'étaient accumulées de manière accablante. Les enregistrements de la dernière rencontre, les témoignages de Laura et Sophie, les SMS menaçants, et surtout les révélations sur ses finances. Car Henri avait eu raison, Rémi cachait des dettes considérables. L'enquête avait révélé des emprunts cachés, des investissements douteux, et même des détournements mineurs dans son entreprise. L'homme qui contrôlait les finances de Camille pour son bien était lui-même en faillite. « Madame Leclerc, » dit le juge, « pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez supporté cette situation pendant 3 ans ?» Camille regarda l'assistance où se trouvaient Marie, Henri, Laura et Sophie. Leur visage l'encourageait. « Monsieur le juge, quand on subit une manipulation psychologique quotidienne, on finit par douter de sa propre réalité. Mon mari me répétait que j'étais incompétente, que je ne comprenais rien à la vie. À force, j'ai fini par le croire. Qu'est-ce qui vous a fait réagir ? La découverte de ma promotion cachée. Ce jour-là, j'ai compris que le problème n'était pas moi, mais lui. » L'avocat de Rémi tenta une défense pathétique, prétendant que son client avait des difficultés à exprimer ses sentiments. Mais les preuves étaient trop nombreuses. Laura témoigna avec une précision chirurgicale, détaillant les mêmes techniques utilisées contre elle. Sophie raconta sa dépression et son hospitalisation. Leurs témoignages se recoupaient parfaitement. Le moment le plus dur fut l'audition de Sylvie. La mère de Rémi, confrontée aux preuves de sa complicité, s'effondra complètement. Je voulais protéger mon fils. Après son divorce raté avec son père, j'avais peur qu'il souffre encore. En détruisant toutes ses compagnes, demanda le procureur. Je pensais que les femmes d'aujourd'hui ne savaient plus s'occuper d'un homme, que Rémi avait besoin d'une épouse plus docile. Cette déclaration acheva de démontrer le caractère systémique de la violence psychologique. Le jugement tomba une semaine plus tard. Rémi était condamné à 18 mois de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction d'approcher Camille et 15 000 € de dommages et intérêts. Plus important encore, il était inscrit au fichier des auteurs de violences conjugales, l'empêchant d'exercer certains métiers et compliquant ses futures relations. À la sortie du tribunal, Camille serra Laura et Sophie dans ses bras. « On l'a fait » murmura Laura. « Et on va empêcher qu'il recommence » ajouta Sophie. Car les 3 femmes avaient décidé de créer une association d'aide aux victimes de violences psychologiques. Leurs histoires, rendues publiques par le procès, avaient libéré la parole d'autres femmes. 6 mois plus tard, Camille avait repris des études de psychologie légale, financées par ses indemnités et ses économies retrouvées. Elle travaillait toujours à l'hôpital, mais consacrait ses soirées à former d'autres soignants à détecter les signes de violence conjugale. Sa relation avec Olivier, l'avocat, évoluait lentement mais sainement. Il respectait son rythme de reconstruction, ne cherchait jamais à la contrôler et valorisait son travail. « Tu sais ce qui me plaît chez toi ?
lui avait-il dit un soir. Tu es devenue encore plus forte après avoir été brisée, comme ces poteries japonaises réparées alors. Le kintsugi, avait répondu Camille. Les cicatrices qui deviennent plus belles que l'original. 1 an après le procès, elle reçut une lettre d'une jeune femme de Lyon. Madame, j'ai lu votre histoire dans le journal. Mon mari fait exactement la même chose que le vôtre. Grâce à vous, j'ai compris que je n'étais pas folle. J'ai commencé à noter ces humiliations dans un carnet. Merci de m'avoir montré le chemin. Camille sourit en rangeant la lettre avec les dizaines d'autres qu'elle recevait chaque mois. Sa souffrance avait trouvé un sens. Aider d'autres femmes à reconnaître la violence psychologique avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, en regardant la photo de ses parents sur son bureau, elle murmura « J'ai transformé votre fille en quelqu'un dont vous pourriez être fière. La petite fille brisée est devenue une femme qui répare les autres. » Par la fenêtre de son nouvel appartement, elle voyait les lumières de la ville. Quelque part dans cette lumière, d'autres femmes vivaient ce qu'elle avait vécu. Mais maintenant, elle savait qu'elles n'étaient pas seules, et qu'il existait un chemin vers la liberté. 2 ans après le procès, Camille se tenait devant une assemblée de 300 soignants venus du monde entier. Sur l'écran géant derrière elle s'affichait le titre de sa conférence « Détecter la violence psychologique, le protocole Camille ». Sa méthode de documentation, née de son carnet rouge, était maintenant enseignée dans 15 pays. L'association qu'elle avait créée avec Laura et Sophie avait aidé plus de 1000 femmes à sortir de relations toxiques. La violence psychologique, dit-elle au micro, commence toujours par de petites humiliations qu'on excuse par amour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à reconnaître ces signaux avant qu'il ne soit trop tard. Dans le public, elle aperçut Olivier qui lui souriait avec fierté. Il s'était marié 6 mois plus tôt dans une cérémonie simple, entouré de Marie, Henri, Laura et Sophie. Un mariage d'égaux où chacun gardait son nom, ses comptes et sa liberté. Après la conférence, une jeune médecin l'aborda. « Docteur Leclerc, votre histoire m'a sauvée. Mon ex-mari faisait exactement comme le vôtre. Grâce à votre protocole, j'ai pu réunir les preuves nécessaires. » Camille serra la main de la jeune femme, émue comme à chaque fois. « Comment vous sentez-vous maintenant ? » « Libre. Pour la première fois depuis des années, je respire. » Ces mots résonnaient encore dans les oreilles de Camille quand elle rentra chez elle. Dans son appartement lumineux, les murs étaient couverts de lettres de remerciements du monde entier. Marie l'attendait dans le salon, un sourire mystérieux aux lèvres. « Ma chérie, j'ai quelque chose pour toi. » Elle lui tendit une enveloppe officielle aux armes de la République. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre. » Camille déplia la lettre et écarquilla les yeux. Le ministère de la Santé a l'honneur de vous informer que vous êtes nommé chevalier de l'Ordre national du mérite pour votre action exceptionnelle dans la lutte contre les violences conjugales. Marie, comment ? Laura a monté le dossier en secret. Ton travail a été remarqué jusqu'au gouvernement. Camille s'effondra dans le canapé, submergée par l'émotion. Tu sais ce qui me rend le plus fière ? Continua Marie. Ce n'est pas cette décoration. C'est la femme que tu es devenue. Le soir même, toute la famille était réunie pour célébrer. Henri avait sorti sa meilleure bouteille. Laura et Sophie étaient venues avec leur nouveau compagnon. Olivier avait préparé le dîner. « Un toast », dit Henri en levant son verre, « à la petite fille qui est devenue une guerrière, puis une guérisseuse. »« À Camille !» répondirent-ils en chœur. Pendant que les conversations reprenaient, Camille sortit sur le balcon. La ville s'étendait devant elle, illuminée de 1000 feux. Quelque part dans cette lumière, des femmes subissaient encore ce qu'elles avaient vécu. Mais maintenant, elles avaient des outils pour s'en sortir. Son téléphone vibra. Un nouveau message sur le site de l'association. « Madame, j'ai 19 ans et je vis avec un homme qui me dit que je suis nulle en tout. Après avoir lu votre histoire, j'ai compris que ce n'était pas normal. J'ai commencé un carnet comme vous. Merci de m'avoir ouvert les yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Camille sourit à travers ses larmes. Cette jeune fille ne connaîtrait jamais les 3 années d'enfer qu'elle avait endurées. Olivier la rejoignit sur le balcon et passa son bras autour de ses épaules. « À quoi tu penses ? Je pense à cette phrase que tu m'avais dite sur le kintsugi. Les cicatrices qui deviennent plus belles que l'original. Et alors ? Alors je réalise que Rémi m'a rendu service sans le savoir. En me brisant, il m'a permis de me reconstruire en or.
La femme que je suis aujourd'hui n'aurait jamais existé sans cette épreuve. Tu lui es reconnaissante ? Non, dit-elle fermement. Je suis reconnaissante à moi-même d'avoir eu le courage de partir, et à tous ceux qui m'ont aidée à me relever. Elle regarda une dernière fois la photo de ses parents sur la table du salon. « Maman, papa, » murmura-t-elle. « Votre petite fille a grandi. Elle n'a plus peur. Elle aide les autres à ne plus avoir peur. Et elle sait maintenant que l'amour véritable libère. Il n'enchaîne jamais. » Dans le salon, les rires continuaient. Marie racontait une anecdote. Henri servait le dessert. Laura et Sophie planifiaient leur prochain projet pour l'association. Camille rentra et prit sa place au milieu de sa vraie famille. Celle qu'elle avait choisie. Celle qui l'avait choisie. Ce soir-là, en s'endormant contre Olivier, elle pensa à toutes ces femmes qui, demain, oseraient dire non pour la première fois, qui découvriraient qu'elles valèrent mieux que les miettes d'amour qu'on leur donnait. Son carnet rouge était devenu une arme de libération massive, et c'était le plus beau des héritages.